Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. Le procès du professeur Frédéric Joël Aïva, en détention provisoire depuis le 15 avril dernier pour blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État et ses co-accusés à accoucher d'un report au 5 août prochain. Vous suivrez dans quelques instants les avocats de la défense dans cette édition. Après leur prestation de serment, les membres du Conseil électoral ont pris fonction ce jeudi à la Sénat, la cérémonie de passation de charges entre Emmanuel Tiando et Sakalafia à suivre dans ce journal. Et puis en France, Éric Dupond-Moretti face à la justice française ce vendredi. Il est soupçonné d'avoir voulu régler des comptes à propos de dossiers dans lesquels il était impliqué en tant qu'avocat. Bienvenue à toutes et à tous. Le procès tant attendu de l'opposant Joël Frédéric Aïva, candidat recalé à la dernière présidentielle, s'est tenu ce jeudi 15 juillet 2021 à Porte-Nouveau après avoir vidé certains dossiers en instance. Le président de C1, Guillaume Lally, appellera le prévenu et ses co-accusés. Le ministère public représenté par Mario Métonou demandera à la Cour de se déclarer incompétente face à l'affaire afin de lui permettre de mieux se pouvoir. La défense, représentée par 8 avocats, apportera les contradictions nécessaires pour obtenir la poursuite de l'instruction du dossier et la libération provisoire des prévenus. La Cour, à la fin des échanges, mettra l'affaire en délibéré pour le 5 août prochain. Si tout va bien, vous suivrez les réactions des avocats de la défense dans nos prochaines éditions. Cérémonie de passation de charges entre les membres du bureau de la Sénat et ceux du bureau du Conseil électoral ce jeudi 15 juillet au siège de la Sénat. Emmanuel Tiando et les siens en fin de mandat ont remis officiellement le témoin à Sakalafia, président du Conseil électoral, la nouvelle institution désormais en charge de l'organisation des consultations électorales au Bénin. Les moments forts de cette cérémonie de passation de charges, c'est dans ce compte rendu de Cano François Ngbedi-Rinto et Fiak Voitan. Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome Sénat et son bureau ont officiellement passé service ce jeudi 15 juillet 2021 aux membres du Conseil électoral, la nouvelle institution en charge désormais de l'organisation des consultations électorales au Bénin, présidée par Saka Lafia. Inauguré le 2 juillet 2014 avec installation officielle de ses membres, le mandat de la première Sénat permanente a pris fin ce mardi 13 juillet 2021 au terme d'une durée de 7 ans. Occasion pour le président de la Sénat de faire le bilan après avoir remercié ses collaborateurs. Nous avons à notre actif l'organisation de 6 élections, dont 2 élections présidentielles, 2 élections législatives et 2 élections communales avec des succès variables. Si les 3 premières élections de notre mandat se sont déroulées sans accroc majeur, les 3 dernières se sont déroulées dans un contexte de tensions sociopolitiques résultant des divergences entre les acteurs politiques concernant la mise en œuvre des réformes politiques initiées par le gouvernement. Après le mot de remerciement du doyen d'âge au nom du personnel et la présentation des instances de l'institution, Saka Lafia, président du Conseil électoral, a pris l'engagement d'accomplir avec loyauté la mission républicaine qui lui a été confiée, et ceci avec l'aide de ses nouveaux collaborateurs. Il n'y a pas d'honneur plus grand que celui d'être reconnu par la qualité du travail abattu. Je vous en sais gré et vous exhorte à poursuivre sur cette même dynamique pour qu'ensemble, nous relevions les nouveaux défis qui nous attendent. Je prends l'engagement avec mes collègues et mes pairs de poursuivre l'œuvre entamée en synergie d'action avec toutes les parties prenantes aux élections. Je sais que le cycle électoral ne nous laisse pas beaucoup de temps. Une nouvelle échéance pointe déjà à l'horizon. Il s'agit des élections législatives de 2023. J'espère bien qu'elles seront apaisées. Sinon, on aura recours aux mains de nos ancêtres
Pour rappel, la Sénat permanente a été instituée par la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 et le Conseil électoral a été créé par la loi 2019-43 du 15 novembre 2019. Atelier de la revue au 30 juin du plan de travail annuel 2021 au ministère du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat. Démarré jeudi, l'atelier prend fin ce vendredi. Suivez le compte rendu de Clémence Tonoukoua et Denis Marouya. Après 6 mois d'exécution des activités prévues au plan de travail annuel 2020-2021 du ministère de l'Industrie et du Commerce, marqué par la persistance de la COVID-19, il s'avère important d'organiser la revue du PTA. C'est donc un creuset d'évaluation et de prise de décision afin de finir les activités prévues pour les 6 prochains mois. Présidé par Chadia Alimatoua Souma, ministre de l'Industrie et du Commerce, cet atelier vise un objectif précis. Au-delà de son caractère d'échange, de partage, d'expérience et d'analyse au plan intellectuel, le présent atelier vise donc à prendre compte aux différentes parties prenantes pour l'essentiel de la performance du ministère. Il sera également question au cours de ces assises de faire une analyse sur la réalisation efficiente et efficace des activités prévues dans le PTA Gestion 2021 au titre du premier semestre de l'année. De façon spécifique, il s'agira d'évaluer les prévisions aux réalisations pour déterminer les écarts, d'apprécier les niveaux d'exécution physique et financière du PTA au 30 juin 2021, d'identifier les difficultés rencontrées et les mesures correctives qui s'imposent de manière à améliorer le processus de mise en œuvre de notre PTA. Une communication sur le bilan de l'exécution au 30 juin 2021 du plan de travail annuel du ministère a donné le top aux activités prévues. Vous venez plutôt de suivre le compte rendu de l'atelier de la revue au 30 juin de l'année en cours du ministère du Commerce. 1er août 2021 au Bénin, beaucoup pensent que c'est pour des raisons de lutte contre la COVID-19 que la fête de l'indépendance va se limiter au dépôt de GEB et à une revue de troupes militaires. Et pourtant, il existe plusieurs autres explications à la décision. Voici en exclusivité sur Eden Télévision les vraies raisons d'une telle décision avec le colonel TTD Uduola. Eh bien, il est chargé des opérations et entraînements à l'état-major des armées. On s'est rendu compte, sinon il y a beaucoup de plaintes par le passé qui étaient parvenues à la hiérarchie lorsque 3 jours avant l'événement, on bloque tous les accès à l'étoile rouge. Ça causait tellement de déconvenues à la population que le gouvernement a décidé d'aménager le boulevard de la Marina, qui est la route qui part du carrefour Erevan Aéroport jusqu'à l'entrée principale du port. Donc ça longe la clôture du port autonome de Cotonou. C'est cet axe-là que le gouvernement avait décidé pour dire dorénavant, c'est là on va célébrer les 1er août parce que il y a un espace derrière la présidence qui s'appelle la place de l'indépendance. Par le passé, c'est là-bas ça se faisait. Et donc, cette fois-ci, c'est dit que désormais on ferait les manifestations là, mais les travaux prennent du temps et ce n'est pas fini. Parce que pour mettre en place le dispositif et surtout ce qu'on appelle nous le dispositif de la sortie, lorsque les troupes vont venir depuis Erevan en direction du port et à un moment donné, ils vont s'ouvrir. Pour les troupes à pied, on peut encore gérer, mais les véhicules, parfois les gros véhicules à grand rayon de braquage, il faut vraiment que tout soit fait au millimètre près. C'est ces travaux qui, contrairement aux prévisions, prennent du temps et traînent. Donc, au niveau de l'organisation militaire, la vraie raison qui nous embête, nous, c'est celle-là. Il y a d'autres, c'est vrai, les mesures Covid, mais on a déjà vu des pays où, malgré Covid, le défilé a eu lieu. Bon, la sécurité, on est en train de monter d'un cran parce que la menace terroriste, quoi qu'on dise,
elle se sent de plus en plus parce que à notre nord, ce n'est pas les pays voisins, mais depuis la Libye, en descendant vers le bas, il y a une grosse pression qui est exercée sur ces intégristes religieux. Et leur tendance est de fuir vers le sud. Et on est en train de mettre, on peut dire, un parapluie vers le nord, mais il n'est pas étanche à 100%, on ne sait jamais. Mais du point de vue strictement militaire, c'est raison de sécurité surtout, et le bon vivre ensemble avec la population civile, c'est les deux facteurs qui sont à l'origine de ce qu'on dit. Patienter encore un peu. La décision est déjà prise que on ne va plus faire le 1er août au niveau de l'étoile rouge. Ça, il n'y a pas marche arrière par rapport à ça. Mais si on ne peut pas trouver un endroit meilleur, il vaut mieux patienter. Je ne pense pas, vu de la perspective militaire, ce n'est pas une caporalisation. La preuve, c'est qu'il y a eu un comité de pilotage qui s'est réuni, qui a planifié pour que tout se passe au niveau du boulevard de la Marina. Mais l'homme propose, Dieu dispose. L'actualité hors du continent à présent, Éric Dupond-Moretti face à la justice française ce vendredi. Le garde des Sceaux s'est exprimé ce matin devant la Cour de justice de la République. Il est soupçonné d'avoir voulu régler des comptes à propos de dossiers dans lesquels il était impliqué en tant qu'avocat. Reportage. C'est une première pour un ministre en exercice. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, est convoqué devant la Cour de justice de la République ce 16 juillet au matin. Il est soupçonné de conflit d'intérêts. À l'origine de la plainte déposée à l'automne, l'Union syndicale des magistrats, le syndicat de la magistrature et l'association Anticorps. Il conteste le fait qu'Éric Dupond-Moretti ait ordonné des enquêtes sur des magistrats, dont 3 du parquet financier PNF, alors qu'il est leur ministre. Des magistrats qui ont géré des dossiers le concernant. Selon ces syndicats qui s'étaient mobilisés en septembre 2020, le garde des Sceaux a voulu régler ses comptes. Un ministre de la Justice, garde des Sceaux, ancien avocat, peut-il solliciter des procédures prédisciplinaires à l'encontre de magistrats ayant eu à connaître des dossiers le concernant ou concernant ses anciens clients ? Nous pensons que non. Revenons sur l'origine du conflit entre les magistrats et Éric Dupond-Moretti. Entre 2014 et 2019, le PNF avait pris la décision d'étudier les relevés téléphoniques détaillés de 10 avocats pour identifier une taupe. Il cherchait à comprendre qui avait informé Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute dans le cadre d'une enquête sur une affaire de corruption. Maître Dupond-Moretti avait alors porté plainte contre X, notamment pour atteinte à la vie privée. Plainte qu'il avait retirée dès son entrée en fonction. L'autre affaire implique Édouard Levrault, ancien juge d'instruction détaché à Monaco. Éric Dupond-Moretti a assuré la défense d'un policier mis en examen par le juge Levrault, magistrat qu'il a qualifié de cow-boy pour son action vigoureuse contre la corruption. Pour saisir des documents sur ces affaires, les gendarmes de la section de recherche de Paris ont perquisitionné les locaux du ministère de la Justice le 1er juillet. Ces avocats ont commenté. Le garde des Sceaux est serein. Il a saisi l'inspection générale de la justice afin que les magistrats disent si des manquements déontologiques avaient pu être commis. Voilà ce qui a donné lieu aux plaintes déposées par les différents syndicats de magistrats, dont un, je le rappelle, avait qualifié la nomination d'Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice de déclaration de guerre. Et voilà ce qui explique la perquisition qui a lieu depuis ce matin. Cette mise en cause du ministre ébranle les institutions. Juste avant cette convocation, 2 députés ont présenté leur démission de la Cour de justice de la République. Naïma Moutchou, députée La République En Marche du Val d'Oise, a publié une tribune dans laquelle elle estime que le désir non dissimulé d'une poignée de magistrats de réduire à l'impuissance politique un garde des Sceaux, disqualifié dès sa nomination, pose question. Le député LR du Val d'Oise, Antoine Savignat, a lui aussi jeté l'éponge. À l'issue de la convocation, Éric Dupond-Moretti pourrait être placé sous le statut de témoin assisté ou encore être mis en examen. Dans ce cas, se poserait la question de sa démission. Pour le moment, Emmanuel Macron a défendu son garde des Sceaux lors du Conseil des ministres, assénant qu'il ne laisserait pas la justice devenir un pouvoir, mais le pouvoir doit aussi rendre des comptes face à cette même justice. Angela Merkel, la chancelière allemande, a été reçue en audience par son homologue américain, Joe Biden. Une rencontre pour célébrer la vieille alliance entre l'Allemagne et les États-Unis.
C'était très probablement son dernier déplacement aux États-Unis en tant que chancelière. Angela Merkel a eu le droit à une visite en grande pompe, une visite qui a d'abord débuté avec la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, autour d'un petit déjeuner de travail. Puis Angela Merkel a été reçue et honorée à la Johns Hopkins University de Washington, avant donc d'être reçue à la Maison-Blanche par Joe Biden. Une rencontre dans le cadre du rapprochement déjà amorcé par le locataire de la Maison-Blanche lors de son voyage en Europe, rapprochement entre les États-Unis et les alliés du vieux continent. Une opération séduction qui avait déjà démarré lorsque Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, s'était rendu en Allemagne il y a quelques semaines, qualifiant donc l'Allemagne de meilleur ami des États-Unis. L'idée, on l'a bien compris pour l'administration Biden, est d'effacer en quelque sorte les années Trump. On sait que les relations entre l'ancien président des États-Unis et la chancelière Angela Merkel ont été parfois très délicates. D'ailleurs, lors de son introduction ce jeudi, Joe Biden a eu des mots très élogieux à l'égard d'Angela Merkel, dont il a souligné l'incroyable carrière. Mais Angela Merkel n'est pas dupe, c'est le 4e président américain qu'elle rencontre et elle sait qu'il peut y avoir parfois des arrière-pensées parce que derrière les politesses, il y a aussi des points de divergence, parmi eux évidemment le Nord Stream 2, parce que même si les dirigeants ont souligné leurs échanges amicaux, comme l'a rappelé Joe Biden, parfois les amis peuvent ne pas être d'accord. Écoutez. Mon point de vue sur Nord Stream 2 est connu depuis un certain temps. De bons amis peuvent ne pas être d'accord. Et au moment où je suis devenu président, il était terminé à 90% et l'imposition de sanctions ne semblait pas avoir de sens. Cela a plus de sens de travailler avec la chancelière pour savoir comment nous procédons selon que la Russie a essayé ou non de faire chanter l'Ukraine d'une certaine manière. La chancelière et moi avons donc demandé à nos équipes d'examiner les mesures pratiques que nous pourrions prendre ensemble et si oui ou non la sécurité énergétique de l'Europe, la sécurité ukrainienne est en fait renforcée ou affaiblie en fonction des actions russes. Et donc, c'est ce que nous verrons. Vous savez que nous avons beaucoup travaillé, pas seulement l'Allemagne, mais toute la Commission européenne, pour discuter avec la Russie et l'Ukraine, négocier un traité qui assure jusqu'en 2023 le contrat gazier. Et après cela, les livraisons de gaz doivent être possibles, c'est ce que j'ai entendu. Permettez-moi au moins d'être très prudente ici dans ma formulation. Si cela ne devait pas se faire, nous avons à notre disposition un certain nombre d'instruments qui ne sont pas nécessairement du côté allemand, mais du côté européen. Par exemple, les sanctions. En ce qui concerne la Crimée, la violation du traité de Minsk a montré que nous disposons de ces sanctions. Nous avons la possibilité de réagir. Nous sommes en contact avec nos amis européens à ce sujet. Mais à ce jour, j'espère que nous n'aurons jamais à prendre ces décisions. Sur l'autre gros point de divergence, à savoir le dossier chinois, Angela Merkel a fait preuve de plus de prudence en mettant plutôt en avant là les points de convergence entre Berlin et Washington. On sait que Joe Biden souhaiterait que l'Union européenne adopte une posture plus agressive à l'encontre de la Chine, mais ce n'est pas possible, notamment parce que l'Allemagne souhaite conserver des liens commerciaux très forts avec Pékin. Plusieurs points de convergence également ont été soulignés lors de la conférence de presse conjointe entre les deux dirigeants, que ce soit sur le Covid, avec notamment le programme COVAX, mais également sur le réchauffement climatique, ou encore sur la crise au Sahel, ou encore sur le dossier du nucléaire iranien. Les deux dirigeants ont également souligné les forts liens économiques qui unissent l'Allemagne et les États-Unis, avec toutefois cette question soulevée par un journaliste allemand: quid du travel ban qui empêche aujourd'hui les Européens de se déplacer aux États-Unis? Joe Biden a annoncé que ses équipes y travaillent actuellement et qu'une communication pourrait être effectuée d'ici quelques jours. La visite d'Angela Merkel s'est achevée autour d'un dîner à la Maison-Blanche, après une visite donc placée sous le signe de l'amitié entre les deux pays, et Angela Merkel a affirmé qu'elle espérait que les forts liens entre les deux pays se poursuivront, même lorsqu'elle aura quitté ses fonctions. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.